Ce matin, nous nous intéressons à l'alimentation. Les médecins s'accordent à dire que nous sommes ce que nous mangeons parce que l'alimentation est de plus en plus considérée. Les aliments sont considérés comme étant de véritables médicaments. Mais qu'est-ce que l'on mange désormais? Et cette sortie du sous-préfet de l'arrondissement de Tchang dans le département de la Menoie à l'ouest du Cameroun interpelle davantage. Lui, il a mis en garde les commerçants qui injectent du formol dans les produits alimentaires. Et donc ce matin, avec notre invité qui est nutritionniste, nous allons en parler tant que Marthe Élise. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation ce matin. Je vous en prie, je salue tous les internautes et tous les téléspectateurs de Cadence Matinale. D'accord. Vous avez certainement entendu parler de cette information, du formol injecté dans les produits alimentaires. D'entrée de jeu, est-ce qu'on peut définir ce que c'est que le formol? Il faut dire que le formol se classe dans la famille des conservateurs comme additifs. Et c'est un formaldéhyde ou bien encore le méthanol. Et son premier usage, c'était pour conserver les tissus humains, donc les cadavres, ou bien encore les tissus animaux, donc les cadavres des animaux et tout. Mais c'est vrai qu'il entre aussi dans la composition de certains produits de nettoyage, comme les désinfectants, certains produits chimiques, certains cols également. Et donc voilà l'usage du formol. Donc ce n'est pas conseillé, ce n'est pas à usage comestible en tout cas. Non, il n'est pas à usage comestible, mais vous savez que la problématique qui est posée, il s'agit des méthodes de conservation, pas les additifs qui peuvent être de synthèse ou naturels. Et ici, précisément, ces additifs de synthèse, il s'agit d'un additif de synthèse qu'on pourra retrouver en trace dans certains produits de conservation pour les denrées alimentaires. On a l'exemple de la banane plantain, par exemple. Comment on fait pour injecter du formol dans la banane plantain? Pour injecter facilement, il n'injecte pas, on le dissout dans de l'eau, donc il est hydrosoluble, on le dissout dans de l'eau et puis on asperge, on pulvérise sur ces bananes plantains pour accélérer le mûrissement. Pareil pour les bananes douces également. Et qu'en est-il du poisson, de la viande? Le poisson, de la viande, ils vont utiliser ça beaucoup plus. Parfois, surtout pour le poisson, ça commence depuis la capture, donc la pêche. Si c'est compliqué, ils vont verser dans de l'eau. Donc tous les animaux aquatiques vont mourir. Là où on a versé, et ils vont remonter en surface, ils vont récupérer et puis ils ont le poisson. Parfois aussi, c'est qu'ils parviennent à pêcher, mais comme ils vont mettre un peu du temps en mer, ils vont également verser ça pour conserver pendant 2-3 jours avant d'arriver à la surface. Et certains cultivateurs nous ont fait la confidence selon laquelle il n'y a pas que le formol aujourd'hui qui est utilisé, par exemple, pour accélérer le processus de maturation des aliments. Il y a plusieurs autres pesticides qui sont utilisés et qui sont très nocifs pour la santé de l'homme. Oui, il faut dire que tous les additifs de synthèse ont une dose journalière admissible parce que normalement, on ne devrait même pas les utiliser. Il y a les sels nitriques, par exemple, qui peuvent être utilisés pour les poissons et les viandes. Oui, mais c'est pour une durée de 2-3 jours. Or, le commerçant se rend compte que quand il n'arrive pas à écouler sa marchandise, il augmente les dosages. Donc, le poison, c'est la dose. Vous voyez? Donc, il augmente les dosages et du coup, il dépasse les doses journalières admissibles et ça devient très, très toxique pour le corps humain qui va consommer, pour la personne qui va consommer. Parce que, comme vous avez dit d'entrée de jeu, nous sommes l'aliment fini plutôt. Je corrige, nous sommes un aliment fini. Notre corps est constitué de ce que nous avons mangé. Notre ADN, notre carte d'identité est constituée de ce que nous retrouvons dans la nourriture. Donc, nous sommes l'aliment fini. Alors, si l'aliment que nous envoyons n'est déjà pas bien, nous comprenons qu'on sera déséquilibré et puis on sera sujet à plus de maladies qu'il en faut. Et quelles sont les maladies justement que l'on risque de contracter lorsqu'on consomme des aliments remplis de formol, de pesticides et autres? Il faut dire que les maladies vont commencer depuis la personne qui utilise. Parce que quand il asperge, ça va au niveau de la peau. Cette personne n'est pas à l'abri. Elle n'est pas à l'abri, elle n'est pas à l'abri. Et parfois, ils consomment eux-mêmes les mêmes denrées que nous consommons. Mais dis donc, pendant l'utilisation, ils vont asperger. Parfois, ils n'ont même pas le bon matériel pour asperger. Ça va au niveau de la peau, on a les urticaires, on a des problèmes de peau. Ils vont inhaler des problèmes respiratoires également. Ils vont avoir des maux de tête. Et comme c'est des neurotoxiques à grande dose, parce qu'à force d'être exposés régulièrement, ils vont également développer des problèmes neuronaux.
Et ça va plus loin. Lorsque les doses sont très élevées, c'est des cancers. Aujourd'hui aussi, on a remarqué qu'au niveau du tractus gastro-intestinal, on a des ulcères et consorts. C'est dû à tous ces additifs qu'on a dans les aliments qui viennent donc détruire le mucus qu'on a au niveau de notre flore intestinale, au niveau de nos intestins, au niveau de notre estomac. Et du coup, il ne peut plus bien fonctionner. Donc, on a toute une panoplie de conséquences sur le plan de la santé. Et l'autre aspect qu'on peut avoir sur le plan de la santé, c'est que, je prends l'exemple de la banane. Oui. Le mûrissement naturel ou encore enzymatique, elle l'a à dessein. C'est pour faire que certaines substances naturelles qui sont bénéfiques pour nous, certains nutriments naissent dans l'aliment. Alors, lorsque vous entravez cette étape naturelle, on a des aliments dénutris. Des aliments qu'on s'est supposé apporter assez de potassium, par exemple pour la banane, on n'aura plus assez de potassium. Le potassium est là pour tamponner l'acidité, pour réduire les métaux lourds que nous avons dans le corps. Il est là pour bien faire fonctionner le cœur et tout. Vous voyez que je consomme la banane pensant que j'aurai de potassium, j'aurai de calcium, j'aurai de magnésium. Je n'aurai pas cela. Étant donné que nous sommes dans une société très très stressante, donc il y a des dépressions, donc il y a des surutilisations de ces minéraux dans notre corps et l'aliment est censé renouveler au fur et à mesure. Du coup, nous consommons des aliments qui ne renouvellent pas cela au fur et à mesure. On va vers les carences et vers des maladies. Et qu'en est-il des aliments qui sont greffés? De la greffe, par exemple? Là, on parle des OGM. C'est depuis longtemps que la plupart des choses que nous consommons sont des OGM. Des là, il n'y a pas de danger? Modifiés. Même si notre appareil digestif n'a pas changé de forme, mais sa physiologie dans son fonctionnement a quand même changé pour s'adapter à ces OGM, malheureusement. Il y a des conséquences. Oui, il y en a certainement, mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit, on parle des intolérances alimentaires, oui. On parle des irritations du tractus gastro-intestinal, ou bien ils sont moins tolérants parce que justement, on a exposé le corps à des aliments dont on a court-circuité certaines étapes de maturation. Je vais prendre l'exemple des OGM pour le maïs. Le maïs doit obéir à 57 étapes pour pouvoir être vraiment maïs et avoir assez de vitamine B pour prendre en charge, pour transformer le glucide qu'on a dans le maïs en énergie pour que le corps utilise parce que tout est énergie dans l'organisme. Alors, dans les OGM, ça sera modifié. Le maïs doit avoir assez de calcium également pour pouvoir tamponner l'excès de sucre qui va rester à l'intérieur. Le maïs doit avoir assez de fibres alimentaires également pour pouvoir donc prendre en charge ce glucose à la fin. Alors, quand toutes ces étapes sont consécutées, il nous produit plus de sucre qu'il n'en faut. Et moins de nutriments, c'est-à-dire moins de micro-éléments comme le calcium, le vitamine B et tout ça. Et ça fait que ce maïs est enclin à faire plus monter la glycémie, à nous donner plus d'énergie que nous en avons besoin. Alors, aujourd'hui, nous travaillons plus intellectuel que physiquement. Donc, aujourd'hui, on a moins besoin des macronutriments, donc ce qui apporte l'énergie. On a plus besoin des micros-là qu'on a détruits avec les modifications des semences et consorts. Et avec un système digestif qui n'absorbe plus bien. Donc, nous sommes tous carencés. Mais oui, ça c'est certain et ça fait peur. Hein. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis ménagère, je me rends au marché. Qu'est-ce que je dois mettre dans mon panier finalement pour penser un tant soit peu être à l'abri de ce type de phénomène? Effectivement, on va remonter depuis les cultures, depuis le cultivateur. Il faut recycler les cultivateurs afin qu'ils utilisent moins de biocides, moins d'engrais au niveau des cultures. Parce que vous figurez que pour cultiver ces céréales, c'est NPK. On a seulement 3 minéraux qu'on met dans les engrais. Nous avons besoin de 47 minéraux. Vous voyez, donc, vous voyez déjà depuis le champ les carences. Naturellement, les sols sont pauvres aujourd'hui, donc il faut nourrir la population. Donc, il va falloir prendre sur soi de faire une agriculture biologique, entre guillemets. Quand je dis biologique, c'est pour dire réduire le maximum des éléments qui vont entrer parce que la biomasse a changé. Ces insectes qui sont dans le sol pour amener ces éléments dans l'aliment afin que nous consommons, ils ne sont plus vraiment là. On les a chassés avec trop d'acidité, trop de choses qu'on a versées sur le sol. Donc ça va partir depuis cet endroit. Et même les fonds aquatiques, il y a tellement les produits polluants là-bas qui sont des perturbateurs endocriniens que même quand nous prenons tous ces poissons, même sans avoir mis du formol, ils sont toxiques quand même. Même sans avoir mis du formol. Ce qui fait qu'il faudrait également qu'on recycle les personnes dans les ménages sur les modes de traitement de ces aliments quand ça arrive à notre niveau pour au moins conserver le peu qu'on peut avoir à l'intérieur et sur les modes de cuisson pour permettre que, en fin de compte, même si le corps n'absorbe plus vraiment, qu'on ait quand même un minimum qui puisse parvenir à nous. Alors, est-ce que vous avez quelques petites astuces à partager, par exemple, avec les femmes lorsqu'on se rend au marché? Comment on fait pour acheter de la bonne banane plantain, du poisson sain, de la viande saine? Est-ce que vous avez quelques astuces?
En effet, nous savons naturellement, il faut beaucoup observer. Nous savons que le plantain ne mûrit pas de façon régulière. Quand vous achetez votre régime de plantain, vraiment, vous bien partez au champ chercher, vous allez remarquer que c'est vers le haut que ça commence à mûrir et en allant progressivement. Vous voyez, si vous voulez prendre le plantain, déjà, le problème c'est que si c'est à découper en main, c'est ça compliqué pour vous de savoir si ça avait été utilisé. On a utilisé le produit dessus. Mais si vous prenez votre régime, vous devez vous rassurer de prendre le régime dont tous les doigts ne sont pas uniformément mûris, par exemple. Maintenant, au niveau des viandes et des poissons, il y a le sel nitré, même le sel de cuisine est là pour conserver quand même. Mais on ne peut pas mettre en grande quantité parce que l'humain a des problèmes avec le sodium, qui est un principal élément. Et sachant aussi que le sel de cuisine, c'est l'eau de javel. Donc le chlore, il y a le chlore à l'intérieur. Donc si c'est en grande quantité, ça peut être nocif. Tout est poison et le poison, c'est la dose. Donc il faudrait se rassurer que peut-être elle utilise seulement un peu de sel pour essayer de chasser un peu des mouches, mais vous aurez quand même quelques mouches qui vont être là pour voltiger. Regardez, observez et choisissez ces genres de poissons. Au niveau de la viande, c'est ça pareil. Si on a utilisé le sel nitré, c'est pour conserver 1-2 jours. Okay? Au-delà de ces 1-2 jours, même s'il n'a pas vendu, il devrait peut-être bazarder pour pouvoir ne pas intoxiquer le consommateur. Parce que s'il n'y a plus de consommateur, il n'y a plus de marchand, il n'y a plus de vendeur. C'est le consommateur qui vient acheter. Donc, lui aussi, c'est un devoir de protéger ses consommateurs. Donc, il faudrait regarder qu'il n'abuse pas l'utilisation de ces éléments qu'on a besoin d'utiliser aujourd'hui pour conserver un plus longtemps les aliments afin que nous puissions nous nourrir. Voilà. Donc, c'est toute une école, hein, finalement, une réadaptation, une éducation carrément, comment bien s'alimenter. Et je pense que tout le monde est interpellé à cette étape-là. Il y a tellement de maladies que l'on contracte aujourd'hui et on se demande d'où est-ce que ces maladies proviennent. Je pense qu'on a de plus en plus la réponse. Oui, ces maladies proviennent de nos plats. De ce que nous mangeons. Nous sommes tous interpellés. Voilà. Merci véritablement d'avoir répondu présente à notre invitation et d'avoir éclairé nos téléspectateurs ce matin. Madame Tanké, vous êtes diététicienne. Merci pour ces éclairages-là. Je vous en prie, je suis biochimiste, diététicienne, nutritionniste et puis je suis spécialisée depuis 10 ans sur la nutrition tropicale. En tout cas, vous maîtrisez le sujet. La cuisine africaine et puis je fais un PhD en nutrition scientifique ou encore la nutrition automoléculaire. D'accord. Merci pour vos différents conseils ce matin.